Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Bliblablo de Net+, FMV, Force Motrice Valaisanne, et les banques Raiffeisen du Valais Roman. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de passer la soirée en votre compagnie dans l'après-ski. Et pour nous accompagner ce soir, Olivier Sigrist, le chirurgien orthopédiste qui a opéré de nombreux genoux de skieuses et skieurs en Coupe du Monde, Petra Vlhova récemment, mais aussi par le passé Didier Defago, Didier Cuche ou encore Lara Gut-Berami. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Il nous fait également l'honneur de sa présence ce soir Mauro Pini, qui a été l'entraîneur-chef de l'équipe de Suisse de ski alpin en Coupe du Monde. Il s'est occupé à titre privé de Lara Gut-Berami, de Tina Mazet et aujourd'hui, il est l'entraîneur principal de la structure privée de la Slovaque Petra Vlhova, qui s'est malheureusement blessée il y a un mois. Bonsoir Mauro. Bonsoir, merci. Avec ces deux invités de marque, nous allons revoir un petit peu le déroulement de la soirée et de l'émission. Nous reviendrons bien sûr sur les nombreuses blessures durant la saison. Mais avant ça, on passe au débrief et on revient sur les résultats des courses du week-end. Et oui, les épreuves masculines de Kranjska Gora qui ont été annulées. Il a plu du côté de la Slovénie. La piste était impraticable. Conséquence, pas de géant, pas de slalom. Et donc, le globe du slalom qui revient à l'Autrichien Manu Feller. Mauro, c'est pas vraiment une surprise que le globe de la discipline du slalom revienne à Manu. Non, tout à fait. Il a fait une sacrée saison. Il skie très bien. Et pour moi, je le regarde volontiers parce qu'il représente vraiment un grand niveau slalom. Et il amène aussi cette capacité mentale et du risque, au niveau du risque, très intéressant. En parlant de globe, Lara Gut-Berami aurait pu s'adjuger celui du géant lors des épreuves dorées. Malheureusement, elle devra patienter jusqu'au final de Svalbard pour soulever le petit globe de la discipline, Greg. Et oui, et le lendemain, c'était le grand retour de l'américaine Mikaela Shiffrin. Et quel retour pour elle, puisqu'elle s'est imposée sur le slalom et en plus, elle a remporté le globe de la discipline. Troisième, Michel Guizine s'est offert un 21e podium en Coupe du Monde, alors que les Valaisannes Camille Rast et Mélanie Meillard ont intégré le top 15 grâce à leur 12e et leur 13e rang. Et en parlant de slalom, il y a eu une petite annonce qui a bouleversé le monde de la Coupe du Monde la semaine passée. Exactement, Greg. Le Norvégien Lucas Bratton, qui avait mis un terme à sa carrière en début de saison, a cette fois-ci annoncé son retour sous les couleurs du Brésil, la nationalité de sa maman. Let's bring samba back into skiing. I'm Lucas Pinheiro Broughton. I'll be back in the world of alpine ski racing. It means the world to me. Thank you so much for the amount of support. And I cannot wait to be able to come back and dance in front of you guys again. Being introduced to sports by playing football in the streets of Sao Paulo with my friends and family, it feels like such an honor to be able to introduce Brazil in the upcoming World Cups, World Championships. Vamos dançar! La saison de ski alpin arrive bientôt à son terme. Elle a été rythmée par de nombreuses blessures. On en parle dans la grosse actu. Et si on a réuni Olivier Sigrist et Mauro Pini ce soir, c'est que tous deux ont été en contact le mois dernier. Et Olivier, on imagine que tu aurais voulu voir Mauro Pini dans d'autres circonstances. En effet, c'est plus sympathique de recevoir des SMS où il exprime sa joie quant au résultat de son athlète. Mais malheureusement, un samedi, je reçois un petit SMS qui sentait mauvais. Et en effet, en regardant la vidéo sur Internet, on voit malheureusement que le genou de Petra ne supporte pas la contrainte qu'elle subit lors de sa chute. Donc Petra Vlhova qui s'est blessée. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce géant à Jasna ? C'est passé quelque chose qu'on a vu souvent pendant la saison, malheureusement. C'était pas le premier et pas le dernier.
Alors pour Petra, c'était une situation, comment on peut dire, assez intense. C'était la course à la maison. Elle voulait absolument bien faire, gagner, pour être clair. Ouais, il y avait beaucoup de monde, on a vu là dans cette tribune qui était... En fait, une petite faute dans une situation de neige assez spéciale. La semaine d'avant, à Kranjskagor, on était avec le parapluie. On arrive à Jasna, à la maison de Petra. Il pleut jusqu'au vendredi. Puis la nuit sereine, froide, un petit peu de vent. Donc une neige, surtout dans les premières portes, assez, il faut le dire, était assez bizarre. Et voilà, une chute classique antérieure. Blessure et opération. Comment est-ce qu'on décide du chirurgien vers lequel on se retourne? Après, Olivier peut bien expliquer, mais pour moi et pour Petra, c'était surtout au niveau de confiance, surtout un rapport humain. Petra, elle a eu l'occasion de connaître Olivier dans une autre occasion. On n'avait pas d'autres sur la liste. Et moi, je suis allé directement chez Olivier parce qu'on se connaît depuis longtemps. Je connais l'expérience qu'il y a Olivier. Et surtout, voilà, je pense que dans un accident comme ça, c'est surtout ça qui fait la différence. Donc, on n'a pas voulu aller dans une autre clinique où peut-être c'est une autre qui arrive. Mais on a tout de suite trouvé avec Olivier la juste personne avant que le chirurgien. Petra Vlhova s'est donc fait opérer il y a 1 mois à Martigny. On revoit son passage en Valais en vidéo. V modrej bránke som spravila takú školácku chybu, kde som spadla na vnútornej a problém bol aj ten, že ja som sa snažila hneď postaviť a vtedy mi chytilo lyžu a spravilo také 2 cvaky. Mi to prišlo veľmi ľúto, že sa mi to stalo v Jasnej. To bolo asi také prvé, že prečo práve tu? It was like a big black barrier coming down in our head. It was something that she will remember for her life. Ivanka a Milan boli stále pri mne. My sa smejeme, že ja som ich dieťa momentálne. Takéto lietadlo, keď budem veľká, tak si kúpim. Alebo možno aj v budúcom živote. So welcome in Switzerland. When it will, yes. 8? When? Okay. The first one. Ah, okay. First of the week. All the time first. Nohu už cítim. Hej. Iba chodidlo. Ivanka vie ako. Mi to vadí. Tak zo spodku. No. 16 degrees of flexion. That's very good for the first morning. Main objective of the tree next week is to have 90 degrees of flexion. Yes. Okay. In this bad situation is also an opportunity to grow up. First as person and second as athlete. Well done. Robím pokroky, takže, no ale tak však prvý deň. Takže verím, že to bude lepšie a lepšie. Ja si hovorím, že ja som bojovník, budem bojovať do konca a verím, že sa vrátim na svahy a budem opäť vyhrávať. Olivier, on voit sur cette vidéo Petra Vlhova sortir du bloc opératoire. Quand est-ce qu'on peut la retrouver et l'imaginer à son plus haut niveau et batailler pour le Grand Globe? Bon, le programme, il est classique. C'est en tout cas 6 mois sans ski. À 6 mois, on fait une évaluation de sa coordination, de sa force, de son mental aussi. Il y a un score international qu'on utilise maintenant un peu partout qui nous donne de bonnes indications quant à la capacité de remettre les skis pour recommencer l'entraînement. Le 7e mois, il faut faire du ski libre. Du ski libre, donc c'est plutôt ça qu'on préconise, du ski libre, retrouver ses sensations, des appuis, la glisse, pas d'obstacles.
Puis après, en fonction de l'aisance, puis c'est en fonction de l'athlète, c'est aussi lui qui sait si oui ou non, on peut commencer à tourner dans les portes vers le 8e, 9e mois. On l'a dit, hein, les athlètes, ils veulent de plus en plus revenir le plus vite à la compétition. Est-ce que cette rapidité et cette impatience, ça a un risque sur les récidives ? Alors, oui. La réparation qu'on fait, en fait, on fait une greffe avec un bout de tendon qu'on met à la place du ligament. Ce tendon va devenir une sorte de ligament. Il va se transformer biologiquement un peu par un phénomène biologique qu'on ne maîtrise pas du tout, mais on sait empiriquement que cette transformation nous amène à une solidité relative à partir du 9e mois. C'est empirique, mais on le sait, et c'est pour ça qu'on ne doit pas faire skier les gens ou faire reprendre le sport pour le foot, pour les autres sports, trop rapidement. Ce qui est assez amusant, c'est que quand on a affaire à un athlète de haut niveau, que ce soit, je pense à Petra, que je connaissais peu, ou Lara, que je connaissais un peu mieux, ce sont des vrais professionnels. Et quand je leur dis « on fera comme ça », elles me disent « c'est toi le professionnel, moi, mon métier, c'est le ski ». Alors que chez les plus jeunes, qui n'ont encore rien vu et qui ont encore un peu du lait derrière les oreilles, ils sont très très pressés, les parents aussi, il faut vite les remettre sur les skis. C'est amusant comme il y a une différence marquante entre l'athlète professionnel de haut niveau et le jeune qui a encore pas vécu grand-chose. C'est assez un amusant. petit peu une histoire d'expérience aussi. De savoir ce que c'est que le conseil d'un professionnel. Petra, c'est une professionnelle. Elle m'a dit « I trust in you ». Point. Il n'y a pas de discussion. Je lui dis on va faire comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. On fait comme ça. Maro, de votre côté, est-ce que vous avez déjà décidé de discuter d'une date de retour pour Petra, d'un objectif ? Non, pas vraiment. C'est clair, dans ma tête, comme entraîneur, je me fais mes plans, je me fais ma vision. Je parle avec Olivier, je parle avec Petra, avec les physiothérapeutes, comme ça. Donc, on est là-dedans. C'est qu'un mois. On voit que les choses ils vont bien, comme on a prévu. Donc, voilà, premier mois, on est où on voulait être. Donc, voilà, une petite prévision. Mais moi, de mon côté, j'ai aussi de l'expérience derrière, malheureusement, les années. Et je suis très proche à ce qu'a dit Olivier. Je trouve que là, il faut vraiment faire pas après pas et pas avoir pas brûler les étapes. Voilà, brûler les étapes. On a le temps, on a juste le temps. On va pas perdre des courses dans la prochaine saison. Donc, on a le temps à disposition pour faire un bon travail de récupération. Oui, Mauro, Petra qui est blessée, mais on imagine quand même que le programme est intense ces jours et ces prochaines semaines. Oui, bien sûr, mais la vraie intensité, ça va sûrement démarrer après les premiers 3 mois, mais quand même, il y a déjà maintenant un suivi très professionnel, 2 fois par jour, physiothérapie, plus de quelques exercices pour le haut du corps, etc. Donc, la journée de Petra, elle est quand même pas mal pleine. Et toi, tes journées en tant qu'entraîneur? C'est assez bizarre d'être à la maison pendant le milieu de la saison où là, normalement, avec une athlète comme Petra, tu es là à jouer quelque chose. Donc, après 2 semaines comment on dit, de pause, entre guillemets. De pause, entre guillemets. Voilà, maintenant, on prend le rythme. Voilà. Je serai quand même présent sur les pistes au final. D'accord. Il y a eu de nombreuses blessures, plus d'une 30aine, Olivier. Comment expliques-tu ce chiffre démesuré ? Ça fait plusieurs années qu'il y a beaucoup de blessures et au fond, ces blessures, elles ont commencé à survenir. Quand j'ai commencé comme médecin dans l'équipe suisse de ski, 87 après Montana, les skis étaient tout droits, il y avait de temps en temps une jambe cassée, de temps en temps un genou abîmé. À partir des années 90 et 95, on découvre le ski carvé, on le guide mieux. C'est vrai que c'est plus plaisant de skier avec ces skis-là, mais ce sont des skis qui, si on en perd le contrôle, guident le genou, soit en rotation interne, soit en rotation externe. Et ces mouvements de rotation du tibia par rapport au fémur mettent en tension les structures ligamentaires du genou, et en particulier ce fameux ligament croisé antérieur qui résiste à pas plus de 200 kg. Et quand on imagine une vitesse moyenne de 60-80 km/h, un bras de levier d'1,20 m à peu près en avant de la chaussure, déséquilibré, le bras de levier obtient rapidement une force de 200 kg et qui permet la rupture ligamentaire. Et quand on voit sur la vidéo l'accident de Petra, on voit bien qu'elle est en arrière, elle contrôle
pas du tout son ski, et c'est son ski qui guide son genou droit vers l'intérieur et dans ce mouvement-là. Et en plus, elle déséquilibre. Alors le ski fait tourner le tibia vers l'intérieur. En plus, elle est déséquilibrée en arrière. Elle contracte son quadriceps qui lui tire le tibia en avant, et le mouvement de rotation interne du ski qui induit une rotation interne à la jambe. Ces deux éléments additionnés entraînent une rupture du ligament, c'est classique, plus déchirure des deux ménisques. Le ligament, c'est une chose, on peut le réparer assez bien. Les ménisques, malheureusement, on les répare plus ou moins bien, et quand on répare un ménisque, dans 30% des cas, on est face à un échec. De la réparation. De la réparation du ménisque. Et le ménisque lésé pour la carrière sportive, ça ne posera pas de problème, mais 20 ans après, ça va faire évoluer le genou vers une arthrose, c'est-à-dire une usure prématurée du cartilage. Et c'est ça qui est très embêtant quand on voit tous ces jeunes qui se blessent. Quand on arrive à sauver le ménisque, on est content, mais quand le ménisque est déchiqueté, broyé par l'accident, on peut malheureusement, nous, pas le réparer, et on sait que 20 ans après, ce sont des genoux qui seront assez moches. Et de ton côté, Mauro, comment expliques-tu toutes ces blessures? Est-ce que c'est un niveau de calendrier ou d'autres raisons? Quel œil tu portes là-dessus? Bon, avant tout, c'est exactement ce qu'Olivier expliquait, c'est la situation qu'on cherche d'éviter chaque virage. Parce que potentiellement, c'est chaque virage, ça peut créer cette situation. Donc, on a évolué pas mal dans les dernières années aussi sur la préparation physique, sur la technique. On cherche de techniquement travailler un virage avec une position qui aide à gérer ses forces, qui a bien expliqué Olivier. Mais ils sont surtout les éléments extérieurs qui jouent un rôle très, très fort maintenant dans les dernières années, surtout cette année-là. Le temps, donc un hiver très particulier, très peu de neige, température qui varie beaucoup. Donc chaque course, chaque jour, j'ose dire, chaque jour d'entraînement, chaque course, différentes conditions de neige. Donc l'adaptation à ce qu'ils trouvent sur la piste, chaque fois différent. Pas grande possibilité de s'entraîner dans les mêmes conditions. Même plusieurs courses, pas de possibilité de réchauffement le matin. Ça, c'est la pire chose. C'est 20 ans qu'on parle avec la FIS d'améliorer ce côté-là, mais on est toujours à la même position. Pour l'expliquer, il n'y a pas la possibilité de faire des manches d'échauffement. Le matin, donc ils vont en course. Souvent, on va en course sans réchauffement. Et ça, c'est vraiment inacceptable à mes yeux. Et puis, il y a le calendrier, comme vous avez bien dit, surtout les hommes. On a bien vu cette saison la problématique avec les hommes, mais aussi chez les femmes. Si on pense, on ne peut plus s'entraîner l'été, il n'y a plus de neige. On s'entraîne plus tard, donc on commence le mois de septembre à faire. Donc on va sur la neige. Plus tard. Donc l'entraînement vrai, on commence à septembre, et donc on ne peut pas être prêt le 20 d'octobre à Sölden. On n'a pas le temps. Ah, c'est vrai. Donc on va à Sölden, et puis on va au nord à faire le slalom 10 jours après. Mais on prépare quand le slalom pour Lévi? Voilà. Donc vous comprenez, et puis en plus Zermatt, on perd 15 jours, parce que voilà. Donc on additionne plein de facteurs en fait. Donc quand on arrive à décembre, quand vraiment le calendrier démarre, on replace des courses plus en plus ensemble, et donc voilà. On avait aussi discuté une fois par rapport à cette génération actuelle qui a peut-être été un peu formatée selon toi à l'époque. Est-ce que tu arrives à expliquer? Alors j'ai réfléchi beaucoup à ça, et je suis convaincu que si on regarde en arrière, il y a 10 ans, 15 ans en arrière de ces jeunes, ils ont eu une formation de jeunesse trop formatée à l'entraînement, trop jeune. Je veux dire, trop de piquets, trop de pistes trop belles, parfaites, etc. Ils n'ont pas appris le ski vraiment comme on peut l'entendre. Donc le ski hors piste, le ski dans la forêt, les sauts, etc. Et donc au moment de s'adapter à une situation particulière, au moment qu'ils sont partis pour la course,
Voilà, ils sont en difficulté. Et ça, on l'a vu à Cortina. À Cortina, on l'a vu très bien. C'était un week-end fantastique. La piste, je pense, une des plus belles pistes dans les dernières années, parfaite comme en tapis. Par contre, on a eu beaucoup de chutes et beaucoup de blessures. Je trouve que chaque blessure ou chaque chute différente une de l'autre, par faute de ligne, faute de vitesse, faute d'approche au virage, etc. Et ce qui m'a vraiment touché, c'était les chutes où est tombé au même endroit. Au même endroit. Donc, il y avait déjà eu des exemples. Au départ, ils étaient là à regarder à la vidéo. Donc, c'est Valérie Grenier qui était sortie. Exactement, vers la fin de la course. Ouais. Il y avait eu une Italienne, une Norvégienne, et puis encore elle. Au même endroit. Et au même endroit. Elle a quand même skié au même endroit, comme elle a fait son plan course pendant la reconnaissance de la course au matin. Donc là, je vois aussi des autres athlètes. Donc, quand il y a les conditions parfaites, ils sont fantastiques à voir, fantastiques, des performances fantastiques, mais dès qu'il y a quelque chose qui change... changement où il faut s'adapter. Il faut s'adapter. La plupart, ils sont en difficulté. On a vu les hommes à Aspen aussi. Des conditions particulières. Donc, voilà, ces extrémités de conditions, de pistes qu'on a trouvées cet hiver, ils ont accentué, on dit, ou bien ils ont résulté cette problématique. D'accord. Et la formatation de ces athlètes, je pense, peut expliquer ces blessures aussi. Ouais. On a eu 3 courses là, en 3 jours à Cortina, 3 courses aussi à Wengen en 3 jours. 3 courses en 3 jours, c'est trop. À ce propos, c'est amusant parce qu'en lisant votre confrère français, où était publiée une très jolie interview de Pinturo, qui dit oui, en effet, autant de courses sur un temps aussi court, c'est pas très malin, mais avec la FIS, pendant une saison, on va faire un peu attention, et dans 2 ans, ça sera de nouveau la même chose. Alors moi, ça me fait aussi un peu rigoler parce que en Coupe du Monde, on a ces gros pépins à Wengen, et puis 2-3 semaines plus tard, on a des Coupes d'Europe chez nous, à Montana, et on fait 2 courses pour les filles le même matin, avec 2 heures de temps de récupération. Je trouve un petit peu malheureux. Et une de nos meilleures jeunes s'est blessée ce jour-là, Mallory Blanc. Et c'est vraiment un peu dommage. Et j'ai l'impression que Pinturo était un très bon devin. Et... Je peux t'aider, je l'ai dit avant, moi c'est plus que 20 ans que je suis dans la Coupe du Monde, dans le milieu, et on discute encore les mêmes choses. À la fin de saison, il y a la réunion des chefs d'équipe, etc. L'année passée, j'ai dit, mais écoutez, ces mots-là, on a déjà dit il y a 20 ans, on est toujours là à parler de ces problématiques. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas eu, probablement, il n'y a pas eu un entraîneur à Montana qui a levé la main et a dit « Stop, arrêtez, on perd les talents ». Et la fille, elle doit comprendre que ces blessures, ils perdent le produit. Ils cassent le produit, le business, le même business. Et donc, voilà, là, il y a quelque chose qui vraiment, j'ai la peine à comprendre là, la stratégie que certaines fois... Il y a beaucoup de choses qu'on peine à comprendre auprès de la FIS. Donc, en tant qu'entraîneur, vous avez une discussion avec la FIS, mais vous n'êtes pas forcément entendu, selon toi? J'ai un petit peu ce feeling-là. Après 20 ans que je suis là-dedans, je commence vraiment à comprendre que... les choses, ils restent dans la chambre, dans la discussion, ils restent là sur la table. Je vois vraiment pas beaucoup de changements. On a parlé des blessures, Olivier. Il y a aussi notamment beaucoup de blessures chez les femmes, une majorité. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, morphologie, ou alors encore même avec le cycle menstruel? Alors en effet, ça a été bien étudié du point de vue hormonal. Il y a maintenant une relative évidence que autour durant la phase préovulatoire, post-ovulatoire, dans cette période-là, pour diverses raisons hormonales, de fragilisation des structures ligamentaires et peut-être aussi une influence psychologique, ça c'est une zone à risque pour les jeunes femmes de se blesser. C'est quasi une certitude, on le remarque, il y a des tas d'études épidémiologiques publiées dans la presse médicale qui montrent ça. Il y a ça. Après, il y a une architecture du squelette de la femme. Un bassin large, une tendance à avoir un peu plus les jambes en X
même si quand elles se tiennent bien droites, elles ne sont pas en X, mais la forme du bassin qui est plus large, permettant l'accouchement, c'est pour ça que c'est fabriqué comme ça. Mais cette morphologie entraîne un moment de force dans le genou défavorable pour la femme. Il y a un autre élément qui a été mis en évidence. À l'intérieur du genou, il y a une sorte comme une arche, comme un pont qui forme une arche. Et à l'intérieur de cette arche se trouve ce fameux ligament croisé antérieur. Et chez la femme, cet espace est restreint. Et sur un mouvement de rotation, comme je vous ai dit auparavant, interne ou externe, le ligament peut venir buter contre la paroi de ce tunnel, de cette échancrure. Et du coup, si ça vient buter contre l'échancrure, ça va entraîner une rupture plus facilement que chez l'homme, où il y a plus d'espace pour que le ligament puisse se déplacer un petit peu à l'intérieur. Il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte et qui sont probablement des facteurs défavorables pour les jeunes femmes. Maro, c'est des choses qu'on prend en considération dans une planification. Bien sûr. Au moins, notre cas, c'est exactement, on travaille beaucoup sur ça. Il y a beaucoup de communication entre nous à propos de ça. Il y a beaucoup de communication avec l'athlète féminine, donc avec Petra. Et comme entraîneur, c'est une responsabilité que je dois absolument tenir en compte. Il y a plus de secrets sur ça. Il y a beaucoup de littérature. Il y a beaucoup d'ouverture aussi dans ce domaine. Et donc, dans la préparation, pendant la semaine d'entraînement, on peut gérer. Pendant les courses, c'est différemment. Et le cas de Petra, c'était exactement dans ce moment-là, en plus. Et ce qu'il y a de dommage, c'est que ces notions épidémiologiques sont connues depuis 20 ans et elles ont été présentées aux entraîneurs de l'équipe suisse de ski, mais on nous a dit il ne faut surtout pas en parler. Alors maintenant, c'est bien, j'ai lu dans la presse que l'entraîneur de conditions physiques du FC Bâle féminin tient compte du calendrier hormonal de ses athlètes, et ça c'est un plus, mais ça fait 20 ans qu'on en parle. Et dans le ski, je ne sais pas si on en parle beaucoup. Autre cause qu'on entend chez les athlètes, parfois, c'est tout ce temps accordé aux médias, aux sponsors, les cérémonies de podium, de dossard, etc. Les athlètes nous disent que voilà, ça leur prend énormément de temps et ça peut aussi expliquer la fatigue et donc la blessure. Mais en gros, tu partages cet avis, c'est vraiment de la faute des sponsors et de toutes ces cérémonies que les athlètes se blessent. Alors, cette année, chez les filles, la FIS, il nous a dit au début de saison, cette année, il n'y aura plus le tirage au sort public. Des dossards. À la fin, si je regarde bien... Il y a tout le temps eu. Il y a tout le temps eu, parce que voilà, etc. Bon, je ne veux pas dire que c'est la cause, mais sûrement la fatigue. Si vous pensez 3 jours de course à Wengen, 3 jours de course à Kitzbühel, à Cortina, etc., ajouter chaque soir à peu près 2 heures de temps, et normalement, ce sont les horaires de dîner, c'est l'horaire des massages, de la récupération, au petit moment où l'athlète il peut se relaxer. Donc, c'est exactement là-dedans, quand il y a ces événements, ça accumule. Ça accumule la fatigue, ça accumule le stress mental, et chacun a une réaction différente. Donc, si dans le moment du programme, c'est déjà un moment peut-être un petit peu de descente après la courbe de forme, voilà, ça peut causer aussi des situations après le résultat, l'accident. Et en parlant de ce rythme effréné en Coupe du Monde, on va passer un appel vidéo à Loïc Schab qui lui aussi vit à 100%, il vit son rêve américain à 100% puisqu'il a décidé de traverser l'Atlantique il y a 1 année. Salut Loïc, comment vas-tu et où c'est que tu te trouves actuellement? Il est quelle heure chez toi? Hello Marine, je suis au Colorado maintenant à Steamboat et donc là c'est 10h du matin, donc ma journée commence. Je vais m'entraîner après, donc c'est le début de la journée. On le rappelle, tu es originaire de Villars, tu étudies maintenant depuis 2 ans aux États-Unis, tout en continuant de skier. Comment ça se passe ta saison et quels étaient tes objectifs en partant aux États-Unis? Donc je suis parti l'année passée aux États-Unis pour avoir un papier. Je faisais déjà économie à l'unidistance en Suisse, et sauf que j'étais tout en ligne et tout. Et j'avais envie d'avoir une expérience universitaire et d'être dans un vrai campus. Du coup, je suis parti, j'ai eu cette opportunité d'aller à Westminster et du coup, ça me plaît. Je suis dans le circuit universitaire américain et je fais aussi les NORAM. Et du coup, je suis à un nouveau circuit.
Je rencontre des nouveaux gens, mais le niveau est bon. Donc, c'est cool. C'est une chouette expérience. Avant de partir, tu étais membre de Swisski. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Je pense que c'était l'expérience de vie et de découvrir les États-Unis tout en ne mettant pas de côté mes rêves de percer dans le ski alpin. Donc, je peux vraiment faire les deux à haut niveau. Parce qu'en Suisse, c'est plus compliqué. Il y a une distance, mais c'est en ligne, c'est pas de l'école présentielle. Et du coup, c'était vraiment l'expérience de vie. Et, je sais pas, un petit challenge personnel et voilà, je suis content. Et est-ce que l'expérience de Tanguy Neff t'a donné envie? Est-ce qu'il a pu t'aider au niveau administratif, que ce soit l'inscription à l'université et ce genre de choses? Ouais, clairement, on a beaucoup parlé avant que je parte avec lui et il m'a encouragé à aller. Et c'est vrai que son expérience m'a aussi un peu donné de l'espoir dans le sens que c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça va le faire, mais c'est possible de faire les deux et de revenir, pourquoi pas, en Coupe du Monde. Et donc ça m'a un peu soulagé. Et puis c'est vrai que j'ai parlé avec lui des différentes écoles et il m'a dit quelles écoles étaient meilleures ou moins bonnes et il m'a vraiment aidé. Donc ça m'a conforté dans mon choix. Ça représente de nombreux sacrifices de partir aussi loin de la maison. Tu rentres combien de fois en Suisse par année environ? Une fois par année. C'est vrai que Salt Lake, c'est assez loin, donc j'ai pas trop le temps de rentrer à Noël. On a un peu des courses et tout ça. Et donc, je préfère garder mon argent et ne pas rentrer à Noël pour pouvoir partir au NORAM et tout ça. Mais du coup, je rentre en été. Donc là, je vais rentrer à la fin mai. Je vais rentrer en Suisse. Tu l'as dit, ça a un certain coût. Comment tu finances ta saison et tes études? J'ai une bourse académique ici, donc ça me paye une partie de l'école. J'ai une bourse sportive aussi qui me paye une autre partie d'école. Après, c'est vrai que les frais du coût de la vie, le logement, tout ça, tout ce qui est les courses NORAM, tout ce qui est les déplacements en avion, ça, je dois payer moi-même. Et du coup, j'ai fait un crowdfunding il y a 2 ans avant de partir. Ça m'a vraiment soulagé. Et c'est vrai que j'ai deux, trois aides encore qui sont là, mais c'est pas facile. Du coup, j'ai décidé de faire le Pro Tour. Donc, il y a de l'argent en jeu. Et donc, j'essaye de financer ma saison un peu comme je peux. Et au niveau sportif, est-ce que tu as des garanties de retrouver les cadres, par exemple de Swisski, si tu venais à revenir en Suisse? Ouais, alors comme j'avais parlé avec Tom Stauffer avant de partir, il m'avait dit si tu fais les critères, tu seras à Swisski, il n'y aura pas de discussion. Par contre, tu es obligé d'être dans les critères. Si tu ne l'es pas, on ne pourra pas t'aider. Mais donc ça, c'était clair dès le début et c'est le jeu et je sais quels sont les critères. Et du coup, je sais que si j'ai le skill, si j'ai le niveau, je peux retourner à Swisski. Et actuellement, tout se passe bien? Tu as fait des bonnes courses, des bons résultats cette saison? Ouais, j'ai eu un début de saison très compliqué. Ma toute première course, j'étais super rapide. Je jouais la gagne en NORAM. Malheureusement, je suis sorti et depuis là, c'était un peu le calvaire. C'était pas facile, beaucoup de sorties de piste, un peu de perte de confiance. Et depuis la mi-janvier, ça commence à aller mieux et là, je me sens vraiment bien sur les skis. Et surtout, j'ai beaucoup de plaisir et c'est vrai que ça, c'est un facteur important et je pense que je peux encore claquer des bons résultats d'ici la fin de saison. C'est tout ce qu'on te souhaite. On te souhaite aussi une bonne fin d'études et puis on te souhaite une bonne fin de saison aussi. Quant à nous, on retrouve Mauro Pini et Olivier Sigrist en plateau avec Greg. Oui, Mauro, on a vu dans cet appel vidéo Loïc qui est parti aux États-Unis. Tu comprends ces athlètes, les Suisses ou bien d'autres, qui traversent l'Atlantique pour poursuivre leur progression? Oui, parce que ça va être une très grande expérience, en tout cas. D'ailleurs, Tanguy Neff, il a aussi fait. Je pense que le parcours qu'il a fait, il était très satisfaisant et très, très intéressant. Tu as aussi été, toi, aux États-Unis, c'est juste? Moi aussi, j'étais une année aux États-Unis. J'ai vraiment voulu aller là-bas pour comprendre un petit peu notre mentalité, voir un petit peu de l'autre côté comme ils travaillent. Pas facile, c'est vrai, pour nous, les Européens, d'aller là-bas. C'est complètement différent aussi, les règlements, la façon de s'approcher aux athlètes, etc. Moi, très intéressant. J'ai fait une année, très bien, j'ai bien aimé.
Donc, tu es revenu en Suisse et tu n'es pas reparti aux États-Unis. Par contre, tu as pris la direction de la Slovaquie. Tu entraînes Petra Vlhova depuis 3 ans maintenant. Comment est-ce qu'on se retrouve entraîneur principal d'une structure privée comme celle de Petra Vlhova? Alors, avec le management de Petra, en fait, les parents, j'étais déjà en contact le 2016. Là, c'était au début de la carrière de Petra et pour moi, ce n'était pas le bon moment. J'avais encore les gamins un petit peu trop petits pour partir avec un projet comme ça. Alors, vous pouvez penser que maintenant, je suis avec Petra et avec le team plus que 200 jours par année. Donc, vous pouvez comprendre que toute la gestion de la famille, le temps, etc., ça doit bien jouer, tout doit bien jouer. Donc là, c'était trop tôt et voilà, malheureusement, je n'ai pas pu partir avec elle, mais après 4 ans, ils sont revenus et voilà, je suis là. Comment ça se passe, la collaboration depuis ces dernières années avec Petra? C'est une autre culture aussi, hein? Absolument. On voit que c'est une culture encore assez structurelle, assez pyramidale, avec un grand respect pour le chef. Que tu es. Oui, mais je dis vraiment, si le chef il parle, voilà, ils sont comme des soldats pour expliquer un petit peu comme ça vite. Mais c'est un pays intéressant, la Slovaquie, qui est placé entre des grands pays au milieu, comme on dit, coincé entre la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie en bas, il y a l'Autriche d'un côté, il y a l'Ukraine de l'autre. Donc c'est un pays assez différent entre le côté est et l'ouest, mais c'est un pays très bougeant, qui aime le sport à fond. Ils n'ont pas beaucoup des athlètes connus, très peu. Il y a eu le grand cyclisme Peter Sagan, qui l'a juste arrêté, on est en train d'arrêter. Il y a quelques joueurs d'hockey dans la NHL, des jeunes très forts. Et puis il y a Petra. Et Petra, surtout après la médaille des Jeux Olympiques, elle est devenue vraiment aimée. Mais moi, je suis vraiment étonné et puis surpris chaque fois que je vois, quand je suis avec elle, n'importe où, elle est vraiment aimée et respectée. Avant ça, tu as été entraîneur d'une équipe nationale. Quelles sont les grandes différences entre une équipe nationale et un team privé avec une dizaine de personnes au service de Petra? Il faut bien expliquer que le team où je suis maintenant, c'est le seul vrai team privé, mais la structure est exactement comme une petite fédération. Alors, la fédération Slovaquie, elle a fait, comment on dit, bancaroute, on dit. Elle a fait faillite il y a quelques années. Donc, les parents, ils ont dû créer une structure avec la première, la fille, de créer une nouvelle association. Et ça, elle est devenue, la nouvelle association, elle est en marche depuis 2 ans. Mais la structure qu'on a autour de Petra, c'est exactement comme une petite fédération. Donc, gérer 30, 35 personnes, gérer 10 personnes à la fin, c'est la même chose. Et souvent, je reçois la question, mais c'est facile pour toi avec une seule athlète. Attention, 200 jours, toujours les mêmes visages. En fait, on est 5, toujours avec Petra, plus elle, donc les 6, petit déjeuner, midi, soir, dans les bons moments, dans les mauvais moments. Il faut bien s'entendre. Il faut bien s'entendre. Et là, il y a une grande difficulté. Et puis, le cas qui est passé avec Petra, on est tous à la maison. Et dans cette structure, est-ce que parfois vous venez vous entraîner en Valais? Bien volontiers et avec plaisir. Vous l'avez déjà fait? Ben oui, vous venez assez régulièrement. Ça se fait Zermatt, c'est bien normal. Sûr, à Anzer aussi. Anzer, on a préparé un petit peu le championnat du monde de Courchevel l'année passée. Cet hiver, c'était prévu à Rolam et puis il a neigé, etc. Malheureusement, le Valais, il est un petit peu dehors du circuit féminin. Les hommes, ils ont quelques possibilités en plus. Avec les courses qui sont à proximité, ils sont ici autour. Pour les filles, on est un petit peu loin. Mais moi, j'aime
très, très, très beaucoup le Valais. Et quand vous venez pas en Valais, où se situe votre camp de base? On n'a pas de camp de base. On n'a pas une position fixe. On suit le calendrier. On suit le calendrier. D'accord. Ouais. Olivier, tu connais aussi très bien maintenant Petra Vlhova. Hein, tu connais aussi parfaitement son genou depuis un mois. Il fait partie des combien de genoux que tu opères en moyenne chaque année? Alors j'ai axé ma pratique chirurgicale sur le genou depuis maintenant une trentaine d'années, évidemment. Et puis j'ai eu la chance surtout d'être introduit dans le milieu du sport d'élite, le groupe médical de l'équipe suisse de ski. Donc ça, de fil en aiguille, ça m'a amené du monde. J'ai connu les jeunes. Et petit à petit, je me suis fait un nom là-dedans. Et alors aujourd'hui, j'arrive à faire à peu près 200 ligaments par an. Mais il y a des chirurgiens dans d'autres pays qui sont à plus de 500. Qui font la même chose, qui font du genou. Mais ça vient, ce que je voudrais dire, c'est que les gens me disent « Mais comment vous avez opéré Lara Gut? Comment vous avez opéré Petra Vlhova ?» Ça ne vient pas comme ça tombe pas du ciel. L'anecdote est la suivante. Un jour, il y a fort longtemps, un certain Patrice Morisot me téléphone et me dit « J'ai un petit gars, là, il marche bien, faudrait que tu me le vois, il s'est fait mal au genou. » Le petit gars, il s'appelait Didier Cuche. Et en effet, c'était un petit gars, il était au cadre B et il allait peut-être partir en Coupe du Monde. Il avait une blessure bénigne, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. Bon, ça s'est bien passé, j'ai fait ce qu'on m'a appris et ça a fonctionné. Quelques années plus tard, Didier étant en Coupe du Monde, se casse la jambe en Nouvelle-Zélande, si je me souviens bien. Il connaît un chirurgien, il n'en connaît pas d'autres, et il me téléphone. À l'époque-là, je travaillais aux hôpitaux universitaires de Genève. Il s'est fait transférer de la Nouvelle-Zélande à Genève, je lui ai réparé sa jambe. Et quand il est très connu, il me connaît. Puis dans ce petit milieu, tout se dit, il sait ce que je fais. Et quand il se déchire son ligament croisé antérieur, il me téléphone. Puis on discute, consultation intense, 2 heures. Je vais réfléchir et 2 jours après, il dit j'aimerais bien que tu m'opères. Voilà, c'est comme ça que ça vient. Mais ça, c'est pas les vedettes, elles viennent pas comme ça. D'accord. Lara, je l'ai connue toute jeune. C'était luxée la hanche, elle a sorti sa tête du fémur du bassin. Elle s'est fait opérer à Berne, une très bonne équipe à l'hôpital universitaire de Berne. Puis après, elle était un petit peu perdue. Elle dit mais qu'est-ce que je fais pour la rééducation? Puis visiblement à Berne, ils s'en occupaient pas vraiment, et le sport d'élite, ça les intéressait pas vraiment. Elle m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. J'ai dit ok, on va faire un programme de rééducation, on va être très 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 prudent. C'est une fille intelligente, elle a suivi à la lettre ce qu'on lui a dit, et le grand risque qu'elle aurait pu vivre, c'est-à-dire la nécrose de sa tête fémorale, ça n'est pas arrivé. Elle a une hanche normale aujourd'hui, et c'est comme ça que je l'ai connue. Et puis après, elle s'est fait une petite blessure à la cheville, elle a dû faire une petite opération sur la cheville, elle était elle me connaît, elle téléphone, puis ainsi de suite. C'est comme ça. Mais il ne faut pas croire que c'est je suis là et les gens vont venir vers moi. C'est un travail de longue haleine et il faut connaître les gens puis avoir un contact humain avec les athlètes. On dit souvent, en ski alpin et en sport de haut niveau, un genou, c'est presque inévitable dans une carrière. Selon toi, on pourrait les éviter? Oui, comme l'a dit récemment dans la presse Maxime Gros-Claude, un de mes collègues qui est maintenant le responsable médical pour Ski Valais, sur le podium parfois, si on regarde les 3 qui sont sur le podium, ils sont souvent tous été opérés, voire 2 fois. Et c'est ça, à peu près 50% des skieurs ont passé par la case chirurgie. Certaines personnes ont aussi dit que pour éviter les surcharges et donc éviter la blessure, on pouvait zapper des courses. Tu partages cette idée? Mais oui, l'idée, oui. Mais c'est le système qui ne permet pas ça. L'idée de pouvoir zapper, pour moi, c'est clair. J'aimerais vraiment l'introduire aussi régulièrement dans la programmation. C'est déjà passé qu'on a zappé une course parce qu'il y avait des conditions qui permettaient ça. Mais à la fin, c'est le système que la FIS propose qui ne permet pas ça. Les athlètes veulent se battre pour les globes, quoi. C'est ça. Pour les globes, et aussi pour ça, pour gagner, et pour l'argent. Pour gagner la propre vie. Donc, si la FIS,
ils vont changer sur un système comme le tennis, par exemple, ou comme ça, où il y a le grand chelem et puis il y a les challengers, etc. Donc, tu peux choisir, OK, je veux être prêt pour cette 5 courses-là. Alors, après, tu choisis plus de points sur certaines courses. Pour le moment, on ne peut pas faire ça. Il y a eu beaucoup de blessures au genou, mais pas que, Olivier. Il y a des blessures, par exemple, comme à Kildé. Est-ce que le matériel peut évoluer pour les éviter, selon toi? Alors, ça fait déjà quelques temps qu'on parle des blessures, les skieurs qui se coupent avec leurs skis. Il existe des combinaisons qui protègent des coupures. Apparemment, elles ne sont pas confortables et puis elles moins aérodynamiques. Elles laissent pénétrer plus d'air, donc elles vont moins vite. Quand on voit la lésion de Kildé qu'il a publiée sur Instagram, c'est une lésion assez catastrophique. D'après les commentaires aussi qu'il fait, ça va être difficile, parce qu'il a une très très grave lésion musculaire et peut-être neurologique, mais on n'arrive pas bien à savoir. Mais s'il avait eu une combinaison anti-coupure, on ne serait pas là et le problème n'existerait pas. Je pense que c'est assez simple de la part de la FIS de dire vous mettez tous des combinaisons comme ça, point. Quand je vois les filles à Cortina qui vont à 130 km/h avec une petite combinaison toute fine, on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas. On est un peu schizophrène là. Ouais. On a parlé avant de Didier Q. Je fais partie de tes premiers patients. Oui. Qui est ton premier patient ou ta première patiente de connue Coupe du Monde. De Coupe du Monde, voilà. Une Valaisanne. Allez, une Valaisanne. Je vous laisse deviner. Une Valaisanne romande. Une Valaisanne romande. Sylviane. Oui. Sylviane Berthaud qui s'est blessée à Saint-Moritz sur un mécanisme d'hyperextension du genou. Et tu te souviens de ce jour, comment ça s'est passé, quand on opère pour la première fois une athlète? Je me souviens de la course et en la voyant atterrir en hyperextension, je dis ouf. Et puis elle est sortie d'ailleurs, elle n'a pas fini la course. Et oulala, il s'est passé quelque chose. Et en effet, 2 heures après, elle m'a téléphoné. Je la connais. C'est un exemple. Je la connaissais déjà des Coupes d'Europe. Tout, elle était inconnue. Puis elle me connaît. Elle a mon numéro de téléphone. Elle me dit écoute, je me suis blessé. Apparemment, j'ai un ligament qui est déchiré. Bon, on se voit demain. Et voilà. On peut pas ne pas parler aussi d'un athlète qui est passé plein de fois sur la table d'opération, Justin Murisier. On se dit que c'est complètement fou de le voir en Coupe du Monde et surtout de performer. C'est un cas unique, c'est un cas rare, Justin Murisier. Non. De mon point de vue, quand on prend en charge les athlètes comme ça et qu'on fait de la chirurgie, on prend des risques. Parce que des re-ruptures, on va en avoir inévitablement. Personne n'arrive à ne pas avoir de re-rupture. Malheureusement, Justin a cassé une première fois, plus 2 fois une réparation. Donc il a été opéré 3 fois. Son genou survit parce que lui est courageux, parce que lui il travaille énormément, prépare sa condition physique avec énormément de volonté, de courage et d'assiduité, puis qu'il en veut vraiment, et chapeau. Voilà. Mais la rupture, c'est possible, malheureusement. Quand tu vois tous ces athlètes performer, un peu grâce à toi suite aux opérations, est-ce que c'est une certaine fierté? Ils performent surtout grâce à leur travail et à leurs compétences et leur talent. Moi, j'applique un métier que j'ai appris à l'école et avec quelques maîtres qui m'ont bien appris les choses, qui m'ont aidé à rentrer dans ce milieu. Et voilà, c'est une succession d'événements qui me font rentrer dans ce milieu et qui m'ont fait opérer ces gens. Mais il y a plein de chirurgiens en Suisse, en Europe, qui savent faire la même chirurgie que moi. Après, c'est une question humaine. Je suis rentré dans ce milieu, j'ai connu des gens, j'ai sympathisé avec certains, et le contact s'est créé, puis j'ai eu la chance de les opérer. Et puis c'est vrai que c'est une énorme satisfaction. Et quand Petra Vlhova sera championne olympique en Italie en 2026,
Ce sera aussi. Je ne serai pas en Italie, malheureusement. Ah, peut-être, oui, peut-être. Tu auras remis en place son genou. Il y aura aussi il y aura sûrement un grand message vers Olivier et surtout une grande belle bouteille après pour à ouvrir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou regardé l'émission. On a quelques questions auxquelles il faut répondre du tac au tac. Donc, je commence avec toi, Mauro. Plutôt la Suisse ou la Slovaquie? La Suisse. La Suisse. Olivier, Bagne ou Orsières? Impossible de répondre. Ça va créer... il n'aime pas prendre des risques. Sans brancher. Ça va créer des litiges. Non, pas les faux bronchards. Non plus. Maro, plutôt vitesse ou technique? Technique. Technique. Olivier, la chasse basse ou haute? Surtout avec mes copains de Bruson. Ah, les Brusonnards. Maro, Lugano ou Ambry? Biancoblu. Biancoblu. Ambry Piotta. Absolument. Olivier, pour toujours. Le FC Sion ou le Servette FC? Ah là, il faut choisir. C'est pas comme Bagne et Orsières. N'aie pas peur. J'hésite. Non, mais je suis un peu opportuniste. J'habite en Valais, FC Sion. Maro, plutôt le lac ou la montagne? La montagne et le lac de temps en temps. Olivier, opération du matin ou du soir? Matin. Mauro, chalet ou grotto? Les deux. On le rappelle, un grotto qui est une maison typique du Tessin. Voilà. Où on va manger le salamé, la carne secca, etc., les fromages, etc. Un bon verre de vin. Olivier, plutôt pot de phoque ou randonnée à pied? Randonnée à pied. Mauro, les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde? Jeux Olympiques, absolument. Et Olivier, il nous reste une dernière question surprise que je te laisse. Bon, et du coup, Sigrist, cette fois, c'est également, il tient? C'est donc une question de Rémi Cuche, qui a aussi été opéré. Qu'est-ce que tu peux répondre à Rémi? J'espère. Et comme je l'ai dit avant, les ruptures, malheureusement, ça existe. Et le mécanisme qui a occasionné cette rupture de greffe, c'est un peu le même mécanisme qu'a fait Corinne Souter à Cortina. C'est un délesté, reprise de quart et cloc, petite rotation interne, genou proche de l'extension. La greffe est en tension maximum quand le genou est proche de l'extension. C'est très facile de faire sauter une greffe. D'autant plus que, comme je vous ai dit, nos greffes, c'est un tendon qu'on met à l'intérieur du genou qui va se transformer plus ou moins bien en un néoligament et on n'a aucun moyen de savoir si c'est très bien transformé ou moyennement ou très peu transformé. Et certaines de nos ruptures sont probablement des greffes qui ont mal évolué, qui sont mal ligamentisées et qui malheureusement cassent plus facilement. Mais avec Rémi, j'ai pas de souci. Ça va aller très bien pour lui. Parfait. On se réjouit de le voir en action. On arrive déjà au terme de cette émission et on va passer au pronostic. On s'approche de la fin de la saison déjà. Les finales. Et les finales à Svalbard. Le week-end prochain, ce sera la technique, les hommes et les dames. Olivier, qui va remporter le géant et le slalom des finales? C'est très simple. Le géant, c'est Lara. Le slalom, c'est Camille. On verra ça. Et Camille Rast. Oui. On se réjouit. Et Mauro, chez les hommes, est-ce que Marco va continuer sa... Moi, je pense que ça sera la victoire de Loïc en géant. Et un doublé peut-être? Et un doublé peut-être. Il est en très grande forme. Oui, en très grande forme. Il skie absolument bien. Et finalement, il a réussi. Il est en train de passer le cap. Passer le cap aussi pendant la course. Je mets Loïc. Et chez vous aussi, vous pouvez pronostiquer sur ces finales en vous rendant sur pronoski.lenouvelliste.ch. Il y a évidemment des nombreux cadeaux à gagner, dont des bons au restaurant 1809 à Hérémence. Avant de se quitter, on va écouter une musique que tu as choisie, Mauro.
Quelle belle musique de Schlager, Maro. Pourquoi ce choix? Bon, c'est pas une grande musique d'après-ski, mais c'est avant ski. C'est avant ski, pour se motiver. Ben oui, motivationnel, c'est de l'histoire, c'est un groupe historique, c'est du rythme, c'est du rock, et le ski, c'est du rock. Merci beaucoup, Mauro, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci infiniment aussi, beaucoup. Olivier. Merci. Et le ski, évidemment, ça continue. Samedi prochain, c'est du côté de Vercorin que la tournée en piste du Nouvelliste s'arrête. Et n'oubliez pas non plus les épreuves de Coupe du Monde de ski cross du côté de Vezona. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour l'avant-dernière émission déjà. On vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Bliblablo de Net+, FMV, Force Motrice Valaisanne, et les banques Raiffeisen du Valais Roman.